Bonjour à tous. Alors, je me baladais dans un des quartiers de Khimki. Khimki, c'est une petite banlieue de Moscou, au nord de Moscou, à la recherche d'un petit sujet de vidéo. Et par cette petite matinée enneigée, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une petite vidéo sur l'architecture. Alors, on en a déjà fait une, enfin même plusieurs. On a parlé déjà d'architecture lorsqu'on a abordé le thème des monuments de Staline, les fameux gratte-ciel de Staline. Alors ça, c'est vraiment un incontournable en Russie. Mais aussi, on a parlé d'architecture lorsqu'on a parlé d'une vidéo qui s'appelle Banlieue soviétique, où on a regardé un petit peu Kupchinsky Dvor, les portes de Kupchino. Voilà, on a surtout abordé le terme du socréalisme. Alors, tous ces grands courants, le socréalisme, l'art déco, l'empire, le stalinisme, on va pas trop en aborder dans cette vidéo, puisque ici je pense qu'on va faire plutôt une vidéo sur l'architecture des maisons, on va dire classiques en Russie, qui datent soit de l'Union soviétique ou plus tard. Donc, c'est pas dans le but de montrer ici des bâtiments incroyables, majestueux, mais tout simplement pour montrer voilà, dans quel type de bâtiments les gens vivent, quels sont les types d'immeubles qui ont été construits ici, et surtout pour répondre très souvent à un commentaire que moi j'ai entendu quand j'étais en France ou dans des pays européens, qui disait que voilà, en Russie et puis pendant l'Union soviétique, tous les bâtiments étaient pareils. C'est pas tout à fait vrai, hein. C'est pas tout à fait vrai. Il suffit, je pense que les Russes peuvent dire exactement la même chose s'ils visitent une campagne française ou une banlieue française, de dire que oui, tout est sympa, mais tout est pareil, quoi. Donc effectivement, il y a des styles qui ont été, on va dire, un petit peu les mêmes pendant plusieurs années. Mais voilà, il faut savoir que si on découpe la période soviétique en plusieurs parties, on va dire il y a une première partie normalement, voilà, où il y a eu la période de Lénine, donc entre 1917 et on va dire 1930. Voilà, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution au niveau du thème de l'architecture à cette époque. Après, il y a eu une période qui était voilà, plus populaire, parce que c'est là un petit peu de l'apogée de tout ce qui est art déco, brutalisme, stalinisme, etc. Donc c'est pour cette raison qu'on peut retrouver, voilà, sur la période 1930, on va dire début des années 60, pendant 30 ans, des bâtiments qui ont été créés à cette époque-là, et qu'on peut dire, voilà, que ça fait de la partie de la période du stalinisme. Après, il y a eu la période avec Nikita Khrouchtchev, donc 1960 jusqu'à voilà, 70, jusqu'au milieu des années 70, on a eu un petit peu aussi un style de maison. Et après les années 70 jusqu'aux années 2000, avec un style qui a été plus imposé par l'administration de Brejnev. Donc, il y a, on va dire, trois types de maisons que l'on peut retrouver en Russie. Qu'on appelle ici, on appelle ça maison, mais c'est plus des immeubles. Il y a, on va dire, trois grandes catégories d'immeubles qui sont très très populaires, qui datent de l'Union soviétique. Et puis on va en rajouter peut-être une quatrième depuis l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir en Russie. On va avoir le premier type qui a été créé, on va dire, sous la période de Staline, grossièrement. Donc c'est ce qu'on va appeler les Stalinka. Les Stalinka, c'est des bâtiments qui ont été créés entre 1930 et 1960. Ensuite, on va avoir les Khrushchevka, qui ont été créés entre 1960 et globalement milieu des années 70. Et ensuite, les Brejnevka, qui, elles, ont été entre les années 1975, on va dire, et début des années 2000. Et puis après, ce qu'on appelle aujourd'hui, on va dire, grossièrement, les Poutinka, donc toutes les immeubles qui ont été créés sous les années de Vladimir Poutine. Donc Stalinka pour la période de Staline, Khrushchevka pour la
période de Khrouchtchev. Alors en France on dit Khrouchtchev, en Europe on dit Khrouchtchev. Et puis Brejnevka pour la période de Brejnev et Poutinka pour la période de Poutine. Alors, on est juste à côté, ça tombe très bien, on est juste à côté d'une Stalinka. Voilà, alors j'ai quand même un petit peu cherché avant de faire cette vidéo pour la débuter vraiment près de cette maison parce que c'est une Stalinka qui est plutôt très bien entretenue. Alors à quoi on reconnaît que c'est une Stalinka? Alors c'est très simple, vous voyez c'est très classique au niveau des constructions. Voilà, de la construction. Il y a des fenêtres qui sont assez grandes et puis on voit le dernier étage avec des fenêtres qui sont plus petites. Donc ça c'est vraiment typique de ce qui a été créé donc sous la période qu'on appelle la période de Staline. Alors c'est voilà 1930, 1950, 1960 à peu près la période donc de création de ces bâtiments. Donc c'est vraiment aujourd'hui, il y en a encore beaucoup. Alors c'est pas les bâtiments qui ont été les plus construits sous l'époque de l'Union soviétique parce qu'ils étaient quand même relativement chers. Donc mais voilà, mais pour faire très simple, on va dire que c'est des maisons qui ont été construites entre les années 30 et les années 50 que l'on appelle aujourd'hui en fait des maisons de l'Empire Staline. Donc c'était vraiment un peu le style qui a été fait à l'époque, donc c'était à rappeler l'Empire, donc tout ce qui a été fait construire on va dire sous la période de Napoléon. Donc on va avoir un petit peu des effets un petit peu voilà avec comme des pierres de taille, des grands arcs, voilà. Donc c'est très joli. Alors elles sont un petit peu dangereuses parce qu'en hiver notamment on voit là au niveau du toit, ça déborde au niveau de la neige, il y a des glaçons qui se forment. Donc si on marche trop près, bon là en ce moment il neige donc il n'y a pas trop de risque normalement, mais s'il y a un peu de soleil ou quelque chose comme ça, très souvent il y a des chutes de glaçons et c'est des espèces de stalactites qui sont assez longs en Russie lorsqu'on est au printemps et très souvent c'est ce qu'on voit affiché au pied des Stalinka la plupart du temps. Attention, chute de glaçons puisque en fait voilà le toit en fait il y a des débordements qui sont faits et la neige peut tomber, la glace peut tomber et justement c'est un petit peu dangereux. Donc aujourd'hui, franchement, ça, c'est des maisons qui sont très recherchées en Russie puisque c'est considéré en quelque sorte un petit peu comme des œuvres d'art puisqu'il y a eu un véritable effort au niveau de l'architecture. On voit notamment sur la partie supérieure, lorsqu'on a une Stalinka, donc beaucoup de balcons, des balcons décorés et ça c'est ce qui représente vraiment l'idée qu'il y avait à l'époque, c'était d'essayer de faire des logements de bonne qualité. Donc c'est généralement donc des grands ensembles voilà qui sont un petit peu uniformes, voilà, et c'est comme un espèce de complexe. Donc ça peut être sur plusieurs bâtiments, donc ils sont construits tous dans le même style. Les appartements ici, donc sous la période donc, de Staline, en fait, ils étaient répartis entre les travailleurs donc, de la nomenclature, des personnes qui travaillent dans le domaine technique avec des compétences scientifiques et techniques très précises, des personnes très pointues. On va dire ici que c'était globalement l'élite des travailleurs qui vivaient dans ces bâtiments. Alors là, on est à Khimki, on est en dehors de Moscou. Il faut se dire que pendant la période donc, de la construction des Stalinka, il y en avait énormément au centre de Moscou. Hein. C'est on va dire assez rare de trouver ça en périphérie de Moscou, mais voilà, c'était on va dire c'était pour loger on va dire la nomenclature, le personnel technique qualifié, l'élite des travailleurs, le domaine culturel, etc. Donc ce sont des bâtiments avec des appartements qui sont très confortables ici. C'est toujours très recherché puisqu'en fait ça a été vraiment fait dans un but de confort. Voilà, et ils sont spacieux, il y a des grandes chambres pour les habitants, il y a des chambres même pour les domestiques à l'époque. Et ce qui est très intéressant avec les Stalinka, c'est qu'elles sont toutes
plus ou moins une histoire. Et il y a toujours quelque chose lié justement à l'Union soviétique qui est rappelé sur ces Stalinka, notamment, voilà, ici on le voit par exemple, Féodorov Ivan Yevgrafovitch, donc qui est un héros de l'Union soviétique, et on voit qu'il était pilote de test. Alors pilote, je ne sais pas de quoi, sans doute d'avion ou de voiture, je ne sais pas, mais c'est pas indiqué, dans l'usine 301, et qui a vécu dans cette Stalinka, donc voilà, dans les années 40. Voilà, donc on a ici même là un rappel qu'il y a eu un héros de l'Union soviétique qui a vécu dans cette maison. Et c'est très souvent qu'on peut retrouver ces inscriptions sur les Stalinka, car très souvent, voilà, elles étaient pour des héros de l'Union soviétique, pour des personnes très très importantes pour le système politique de l'époque. Donc voilà, les appartements sont très spacieux, il y a tout le confort qu'il fallait à l'époque, donc on va retrouver des salles de bain, on va retrouver des vides d'ordures, des espaces de cuisine assez grands, voilà, donc c'est quand même quelque chose qui est très très bonne qualité. Faut dire que voilà, à l'époque, dans les années 30, les années 40, voilà, des maisons avec des vides d'ordures en Russie, c'était quand même pas, voilà, c'était pas partout qu'on pouvait trouver ça. Donc ils étaient confortables, ces appartements, ils sont toujours confortables, ils sont très recherchés à l'heure d'aujourd'hui. Donc les portes d'entrée, vous voyez, ici on en voit une notamment. Donc la plupart du temps, elles essayent toujours d'être des portes d'entrée qui sont décorées en fait. À l'intérieur, on a très souvent des escaliers avec des rampes en fer forgé qui sont décorées. Il y a pas mal, très souvent dans les Stalinka, on trouve au niveau des portes d'entrée des petits décos en céramique, etc. Donc là, c'est pas le cas par exemple pour ici. Peut-être qu'on va voir de l'autre côté de la Stalinka. Alors la particularité des Stalinka, c'est qu'aujourd'hui, elles servent aussi très souvent pour des administrations. Donc là, on a l'équivalent un petit peu de la police, le ministère de l'Intérieur Russie, donc une des antennes. Mais on peut également voilà, trouver des endroits pour, je sais pas, comme des équivalents un peu de préfecture ou d'autres. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire sur ces maisons. Alors, c'est des maisons qui sont, on va dire pour Khimki, qui sont assez simples, parce que voilà, par rapport à Moscou, il n'y a pas autant de décoration. Voilà. Si on prend des maisons moscovites, Stalinka, elles sont beaucoup plus décorées. Là, ici, on est à Khimki, donc voilà, c'était en périphérie, c'était quand même beaucoup plus simple au niveau de la décoration. Donc, cette maison, en particulier, elle a été créée en 1935. Alors là, juste derrière, ici, on a un mur anti-bruit puisqu'on a la route qui nous emmène directement à Saint-Pétersbourg. Donc là, c'est la Leningradskaya. Et donc, cette maison était vraiment construite juste sur le bord de la route qui nous emmenait à Saint-Pétersbourg. Alors, c'était quand même nettement moins fréquenté à l'époque, je suppose, au niveau des voitures. Donc, ça devait être beaucoup plus calme. Mais voilà, donc la plupart du temps, ce qu'on a quand on a une Stalinka, on voit très souvent une maison qui est faite avec des briques rouges ou blanches, beaucoup de décorations faites en plâtre ou en stuc. Alors là, on voit que par exemple, celle-là, elle a été rénovée, mais malheureusement, vous voyez, c'est une des particularités des Stalinka, c'est qu'elles s'affaissent. Voilà, il y a très souvent des affaissements au niveau de la structure, donc après elles sont rénovées, on essaye de corriger. Et c'est ce que j'avais lu sur internet lorsque moi je cherchais un appartement. On me disait que Stalinka c'était très très bonne maison. Au niveau de l'isolation c'est génial, mais en fait les maisons s'affaissent. Bon, c'est une des difficultés, voilà, qu'il faut savoir. Donc la mairie en général est au courant de ça, donc il y a très souvent des travaux qui sont entrepris par les copropriétés. Voilà. Mais celle-là, elle est très intéressante parce que, voilà, contrairement aux autres, il y a eu vraiment un effort ici pour la garder en bonne qualité, parce que, voilà, très souvent dans les banlieues, on ne peut pas toujours trouver des Stalinka de très bonne qualité, parce qu'elles sont déjà très très vieilles, et
La plupart du temps, voilà, les Russes vont peut-être plus préférer des maisons plus modernes aux Stalinka. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur les Stalinka? De manière générale, elles sont construites avec des matériaux de très très bonne qualité. Voilà, les appartements ils sont spacieux, ils sont lumineux, on a des grandes fenêtres, les plafonds sont très hauts, en général entre 3 mètres et 3 mètres 2, et c'est la plupart du temps ce que les gens recherchent, c'est que voilà, on a toujours cette impression de grande hauteur dans les Stalinka. Les murs sont très épais, les combles et les sous-sols ils offrent une grande, on va dire une grande isolation thermique, et ce qui permet justement d'être dans les Stalinka, d'avoir chaud l'hiver et d'avoir froid un petit peu l'été. La cuisine en général elle fait, on va dire, une dizaine de mètres carrés, et il y a toujours une salle de bain qui est séparée des autres pièces avec une grande baignoire. Et là, vous voyez, encore sur un autre bord de cette Stalinka, on va retrouver quelque chose qui nous rappelle un peu que cette grande Stalinka a une histoire. Et donc dans cette maison, on voit que donc a vécu donc la 20e armée de l'Union soviétique, donc les forces de Moscou qui ont lutté sur le front de l'Ouest. Donc vous voyez un petit peu, hop, et là on arrive sur la fin donc de cette Stalinka. Donc voilà, en général, comme je vous ai dit, voilà, les appartements sont spacieux, sont assez volumineux. Il y a une salle de bain indépendante. Les halls d'entrée sont assez spacieux, assez larges. Il y a très souvent des balcons en hauteur, voilà, pour les familles qui sont vraiment très volumineux, et avec généralement complètement vitré, voilà, pour pouvoir profiter du balcon même en hiver. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les inconvénients des Stalinka? Si vous venez en Russie et que vous voulez habiter dans une Stalinka, c'est pas compliqué, on en trouve. Il y en a, donc il y a des appartements qui sont à vendre dans ces Stalinka. Il n'y a pas besoin, on va dire, de faire de recherche particulière, hein. Il suffit d'aller sur un moteur de recherche pour trouver des appartements à vendre, pour en trouver ici. Idem pour la location. Alors la location, ça serait peut-être un peu plus compliqué parce que la plupart des gens les achètent pour eux. Donc la particularité au niveau des inconvénients, c'est que voilà, les planchers en général sont en bois et sont déjà un petit peu tous âgés. Donc c'est-à-dire qu'il faut quand même les changer. Voilà. L'installation, si vous voulez changer les fenêtres d'une Stalinka, en général ça coûte très cher parce qu'elles ont un format particulier et elles sont assez larges. Idem si vous voulez changer les portes. Voilà, tout ce qui est au niveau des portes, au niveau des Stalinka dans les maisons, pour les appartements, c'est assez cher par rapport au reste des bâtiments en Russie, parce que voilà, la dimension est plus grande que les autres bâtiments qu'il y a en Russie. Et le prix est très élevé. Ça coûte très cher en général d'acheter une Stalinka, parce que ces maisons ont de l'histoire, tout d'abord. Deuxièmement, parce qu'il y a eu parce que les matériaux qui ont été utilisés sont des matériaux de très très bonne qualité, et généralement il y a un effort qui est fait pour les garder en bon entretien. Voilà, donc ça c'est une des premières maisons qu'il y a eu, donc une des premières maisons, un des premiers types d'immeubles qui a été construit donc depuis les années 30, sous la période donc de Staline, pendant l'Union soviétique. Et voilà, elles sont à peu près sensiblement pareilles. Alors après, il y en a certaines, elles n'ont pas exactement ce style-là, mais voilà, c'est un petit peu ça l'idée de la Stalinka. Donc le nombre d'étages varie très 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 légèrement. En général, là sur une Stalinka, on peut voir, alors en Russie, le rez-de-chaussée est considéré comme un étage. Donc on va avoir 1, 2, 3, 4, 5. Le cinquième, vous voyez, les fenêtres sont quand même beaucoup plus petites. C'était beaucoup plus réservé aux domestiques, aux chambres de bonne. Donc vous voyez un petit peu à quoi ressemble. Donc là on est sur l'autre côté de la Stalinka, avec
les différentes entrées, les perrons. Voilà. Donc là, on voit que cette Stalinka, elle est alimentée en gaz, puisque il y a le tuyau jaune à l'extérieur. Donc c'est l'indicateur ici qu'on a soit une chaufferie au gaz, soit du gaz dans chaque appartement. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir un petit peu le niveau des détails qui ont été faits pour ces maisons. Alors c'est vraiment, encore une fois, il faut bien se dire, c'est sous la période de Staline, maximum jusqu'à 1960, qu'il y a eu ce type de maison qui a été créé avec ce type de décoration, puisque après, ça a été très vite considéré comme du superflu. Il y avait vraiment une volonté à une époque essentiellement de construire beaucoup et rapidement, mais c'était pas sous l'époque de Staline. Ça a été bien après, et d'ailleurs, on va aller voir d'autres bâtiments prochainement pour parler de ces fameuses époques. Mais là, ça, c'était vraiment les appartements de l'élite. Donc en clair, en quelque sorte, soit vous habitiez dans ce type d'appartement de très bonne qualité, soit en général vous habitiez en dehors dans des petites maisons en bois, en général avec très peu d'équipement. Voilà, donc là on rentre dans la cour de la Stalinka. Alors ce qui est très intéressant, qu'on a même une voiture gaz de l'époque. Et voilà, là on voit bien l'intérieur en fait de la cour. Donc là ici on a un parc. Alors je vais essayer de trouver une photo pour vous illustrer ça, mais à l'époque ici, alors il y avait bien évidemment un parc pour les enfants, mais voilà, pas aussi moderne. Mais là au centre, ici, se trouvait la statue de Staline. Voilà, donc en bas des Stalinka, on avait très souvent une statue de Staline qui était comme élément de décoration, on va dire. Vous voyez ? Voilà, et aujourd'hui, normalement, alors je ferai un petit coup d'œil, mais si je me suis bien renseigné, dans cette Stalinka, il y a un appartement qui est à vendre. Voilà. Et donc, ici au centre, se trouvait la statue de Staline. Allez, donc ça c'était la Stalinka. Voilà, la maison pour l'élite, pour la nomenclature, créée sous la période de Staline. Donc c'était pour inciter toutes les personnes qui avaient du talent, etc., à vivre dans de bonnes conditions, puisque c'était un peu l'époque où pas mal de gens avaient peur un petit peu du système soviétique qui avait été mis en place. Donc pas mal de personnes essayaient de fuir à l'étranger, dont les talents. Et pour éviter que ces gens partent trop en masse, il fallait leur offrir quand même des conditions un peu plus dignes pour les travailleurs, d'où la création de ces fameuses maisons Stalinka, mais également pour loger toutes les personnes, tous les fonctionnaires, toutes les personnes qui travaillaient pour l'administration soviétique sous la période de Staline, vivaient dans ces maisons. Donc il y a un petit point négatif, c'est qu'aujourd'hui, en fait, comme ces maisons elles ont été construites dans les années 30, et ça c'est un problème qui continue encore à l'heure d'aujourd'hui, même avec les nouvelles constructions, il n'y a pas beaucoup de place de parking. Donc là, en fait, vous voyez, il y a un petit peu de place parce qu'on est pendant une période de fête et beaucoup de personnes sont sans doute allées à l'extérieur de la ville, mais généralement c'est ça qu'on peut, on va dire, regretter sur les Stalinka, c'est les places de parking. Il y a plus d'appartements, plus de personnes peuvent vivre que de voitures peuvent se garer ici. Donc voilà, en été en général, ou quand il y a des grandes périodes de pluie, etc., et qu'on veut avoir sa petite plage juste devant sa maison, c'est un petit peu compliqué. Voilà, c'était pas prévu pour ça, on va dire. Elles n'ont pas été construites dans le but de pouvoir que chacun puisse acheter sa voiture. Surtout qu'à l'époque, la plupart des gens utilisaient les transports en commun. Allez, nous on va aller continuer un petit peu notre découverte. Là ici, il n'y a rien à voir intéressant puisque ce sont des anciennes usines désaffectées avec qui ont été reconverties en garage. Ça c'est une particularité de la Russie qu'il faut bien faire attention si on veut vivre ici.
On peut avoir des garages, c'est pas un problème de trouver un garage, absolument pas un problème. Regardez, d'ailleurs on y va là, ici, c'était pas prévu, mais voyez, toutes les portes que vous voyez ici, et ben ça c'est que des garages. Voilà. Donc ça c'est que des garages, donc très très souvent c'est des garages qui ont été faits voilà, dans les années 60, années 70, 80, etc. Donc ça c'est pas mal de garages. Alors il faut savoir que bon nombre de ces garages sont illégaux. Alors là je sais pas du tout pour cela si on est dans une situation de quelque chose d'illégal ou non. Mais c'est très souvent si on dit bah tiens j'ai envie de m'acheter un petit garage comme ça avec des briques et tout très sympa juste à côté de ma Stalinka pouf. Et puis bah, il suffit qu'un jour que la mairie de Moscou ou la mairie de Khimki par exemple vous disent écoutez les gars vous avez acheté des garages mais les garages en fait ils sont pas enregistrés sur le cadastre. Ça a été un garage qui a été créé illégalement dans les années 90 ou années 2000. Donc cette place ne vous appartient pas, on rase tout et puis on va fabriquer un bloc de béton à la place et on va faire encore un building. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu attention et bien se renseigner au niveau des garages en Russie. Mais voilà. Donc on n'a pas très souvent la possibilité de se garer à côté d'une Stalinka, mais très souvent ce qui a été fait après, bien plus tard. Donc c'est ces espèces de petits garages. Donc c'est vraiment très très typique pour la Russie et puis c'est très vraiment assez recherché parce que voilà, quand vous avez une voiture, bon si elle est de mauvaise qualité vous pouvez la laisser dans la rue, mais si en général vous avez une voiture de plutôt bonne qualité, ben vous la mettez dans un garage chauffé si possible ou avec une très bonne porte de sécurité comme celle que l'on voit actuellement. Allez, on va aller découvrir un petit peu le reste des constructions fait pour les travailleurs sous l'époque soviétique. C'est la fameuse Khrushchevka qui a été fabriquée donc sous la période de Khrouchtchev, comme on dit en Europe. Donc Khrouchtchev, qui était d'origine ukrainienne, a quand même créé pas mal de choses pour le peuple soviétique, parce que le peuple soviétique n'avait pas suffisamment d'endroits pour pouvoir habiter, il n'y avait pas assez de maisons, ça coûtait très cher à construire, il y a eu beaucoup de problématiques à l'époque et donc pour faire une politique sociale, eh bien ils ont créé ce qu'on appelle les Khrushchevka et donc on va essayer de voir ça un petit peu ensemble, à quoi ça ressemble. Autre époque, autre lieu, autre dirigeant. À la mort de Staline, est arrivé donc un nouveau dirigeant en Union soviétique. Il s'agit de Khrouchtchev, Nikita Khrouchtchev. Quand il est arrivé à la tête du pays, il y a eu un constat qui a été fait. Ok, il y a des Stalinka où habite la nomenclatura, l'élite, etc. Le reste de la population, comme je dis, soit ils habitent dans des petites maisons de fortune en bois, ou soit ils habitent ce qu'on appelle des kommunalka. Voilà, des kommunalka en quelque sorte, c'était des grands bâtiments qui étaient faits dans lesquels, dans un appartement, pouvaient vivre plusieurs familles. Classe l'intimité. Donc ça a été quand même pendant une très 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 longue partie de l'Union soviétique où il y avait ces fameuses kommunalka, voilà, où voilà, dans une des chambres habitait telle famille et dans l'autre habitait telle autre famille et puis il y avait des espaces en commun. Donc ça c'est quand même vraiment plus que moyen, on va dire, pour l'époque. Mais voilà, il n'y avait pas beaucoup de choix et puis ça coûtait cher la construction. Donc c'est quand même très très loin d'une politique sociale de pouvoir offrir à chacun un toit et que chacun puisse avoir son propre appartement. D'où l'idée de Khrouchtchev et des personnes qui l'entouraient à l'époque de essayer de trouver une alternative pour pouvoir proposer à chacun un toit et vivre dignement, que chaque famille puisse vivre dignement dans une maison. Alors Khrouchtchev, moi la première fois que j'en avais entendu parler en Russie, on m'a dit Khrouchtchev c'est Monsieur Maïs et Kajapoul. Monsieur Maïs, pourquoi? Parce que apparemment donc Khrouchtchev était persuadé qu'en fait pour
pouvoir éviter les famines en Union soviétique. Il y en a eu pas mal sous l'époque de Staline, puisqu'il y avait des gros problèmes d'approvisionnement, et puis le fait qu'ils évitaient d'importer des produits d'autres pays qui n'étaient pas de l'Union soviétique, donc ça crée des petits problèmes, voilà, sans parler de la météo qui n'était pas toujours favorable, etc. Donc pour éviter donc les problèmes de famine, donc notre ami Nikita a eu l'idée de faire des plantations de maïs en veux-tu, en voilà. Et parce que voilà, le maïs, ça devait être la solution idéale pour nourrir le peuple soviétique. Ça coûte pas cher, on peut faire plein de choses avec, on peut le manger dans la rue avec un peu de sel, mais on peut également faire du pain avec, faire des galettes, faire plein de choses. Donc voilà, c'était monsieur Maïs, monsieur Khrouchtchev. Et puis de l'autre côté, c'était monsieur Khajapoul. Alors monsieur Khajapoul, pourquoi? Parce que en fait, il a créé ce qu'on peut appeler aujourd'hui, on appellerait ça des Khajapouls. Alors c'est pas du tout les Khajapouls qu'on va voir en France du côté de Sarcelles, où il y avait la fameuse cité des 4000, si je me souviens bien. Je sais plus si c'était, ouais, je pense que c'est du côté de Sarcelles, la cité des 4000. Voilà, des grandes bars avec je sais plus combien il y avait, enfin je pense que ça devait être 4000 habitants. On n'était pas du tout dans cette idée-là, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les technologies pour faire des bâtiments très très hauts, ou alors les technologies pour les faire coûtaient très cher. Non, en fait, on a essayé de faire des solutions temporaires, et en fait, on peut les voir ici, vous voyez. Donc, là, ici, on est sur la partie de l'ancienne Khimki, donc le vieux Khimki, et cette zone ici, ces rues, s'appelle Prospect Mira. Alors je me suis jamais amusé à traduire ça en français, parce que je suis tellement habitué à dire Prospect Mira quand je suis en Russie. Qu'est-ce que ça veut dire? Mir en russe, ça veut dire monde, mais ça veut dire aussi la paix. Alors Prospect Mira, ça m'étonnerait que ce soit l'avenue du monde, mais plutôt l'avenue de la paix, ça serait plutôt logique. Donc de part et d'autre de cette avenue, vous voyez, on va trouver ce genre de petits bâtiments. Et là, ici aussi. Et ils sont tous pareils. Et là, vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5 étages. Voilà. Il y a 5 étages. Donc, c'est des bâtiments qui sont tous identiques. Voilà. Et donc, cette idée que en Russie, en Union soviétique, tout le monde avait la même chose, tout le monde habitait dans les mêmes choses, etc. Ben, en fait, ça vient surtout de là, en fait. Ça vient surtout de ces maisons qui ont été, enfin c'est ce qu'on appelle maisons ici, ce qu'on appellerait plutôt des immeubles en France ou en Europe. Ça vient de ça en fait, c'est l'idée que tout est pareil, qu'il n'y a pas de différence. Parce que en fait, effectivement, qu'on aille dans une région ou dans une autre, tous ces bâtiments en fait, eh bien, se ressemblent énormément. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien ça, ces bâtiments que vous voyez ici, là, sur les bords donc de Prospect Mira, c'est ce qu'on appelle des Khrushchevka. Donc les Khrushchevka, si on pourrait le dire en français. Donc Khrushchevka, qu'est-ce que c'est? Bien, en 1955, il y a eu le Conseil des ministres de l'Union soviétique qui était dirigé par Khrouchtchev, et qui ont décidé d'adopter une nouvelle résolution sur le développement de la construction de logements en raison d'une pénurie massive de logements. C'était vraiment un gros problème en Union soviétique. Oui, on arrivait à envoyer des personnes dans l'espace. Oui, on est arrivé à faire nourrir la population avec du maïs. Oui, au niveau technologique, on n'était pas trop mal, puisqu'on arrivait à faire les plus grosses bombes atomiques. Oui, l'électricité, c'était à peu près partout pareil. Oui, il y avait du gaz et compagnie. Mais pour faire des logements pour la population, bah ça c'était un gros problème. Donc en raison du manque massif d'espace résidentiel, ils ont décidé de créer des logements. Donc le style de ces maisons, comme vous voyez, c'est un style qui était vraiment très strict. On est quand même super loin
de ce que nous a fait l'oncle Joe, hein, l'oncle Staline. C'était quand même un peu plus sympa ce que lui faisait pour sa nomenclatura. Là, Khrouchtchev, il a compris que les gens étaient quand même pas top, que le monde entier savait qu'une bonne partie de la population soviétique ne pouvait pas vivre décemment et habitait soit dans des communalkas, soit dans des espèces de maisons en bois de fortune. Donc ils ont dit, bon, il faut quand même qu'on leur fasse quelque chose de potable, il faut quand même qu'on ait une politique un peu plus sociale que ce que faisait le tonton Joe. Et donc, ont décidé de créer ces bâtiments. Alors on va essayer d'aller voir un petit peu de l'autre côté pour vous montrer, parce qu'en plus ce qui est très intéressant sur ces bâtiments, c'est que très souvent il y a la date qui est écrite tout en haut. Alors on va traverser la rue et on va voir ça tout de suite. Alors là, sur celle-là, il n'y a pas la date. Mais sur celle-là, eh bien on le voit tout en haut. 1960. Alors 1960 et avec la petite lettre G qui veut dire God en Russie, qui veut dire année. Donc en clair, ce sont des bâtiments, voilà, qui ont été créés dans les années 60 sans décoration. Alors là, vous avez de la chance parce que vous en avez un des années 60 qui est en briques. Voilà, donc en briques, donc ça veut dire que ça va. Au niveau de l'isolation, on est pas mal. La plupart du temps, on va trouver ces petits bâtiments, ces petites cages à poules en panel. Donc c'est des panneaux de béton qui sont fabriqués dans les usines et qui sont emboîtés comme des Lego. Donc ça, c'est encore beaucoup moins bien. Là par contre, oui, effectivement, voilà, on a de la brique, donc c'est assez cool. Là ici de l'autre côté, on a que des briques, donc je suppose que ça c'était le début, voilà, des Panelka, donc c'était en briques. Il y avait quand même une isolation qui était un petit peu recherchée. Alors, absolument pas de décoration. Regardez, là vous voyez des balcons à l'extérieur qui sont un petit peu de toutes les couleurs, donc à mon avis la copropriété a dû un petit peu s'accorder avec la mairie pour faire en sorte que tout le monde mette soit du vert ou du jaune. Mais le vitrage sur les balcons, c'était considéré comme un grand luxe à l'époque. On est quand même très loin de ce qui était fait sous l'époque de Staline quand même. C'était un grand luxe. Donc, ce que vous voyez actuellement, ce sont les propriétaires actuels qui l'ont mis, quoi. Voilà, mais à l'époque, à réception de ces bâtiments, en fait, les gens qui se voyaient attribuer, parce qu'on n'achetait pas un appartement, c'était des choses qui étaient attribuées. Ceux qui se voyaient attribuer un appartement n'avaient pas de vitre sur le balcon à l'extérieur. Bon, donc c'était quand même un petit peu moyen. Quel a été l'intérêt de la construction de ces maisons? Ces maisons, en fait, elles ont été construites entre 12 et 14 jours maximum. Voilà, il fallait 12 à 14 jours pour pouvoir les faire sortir de terre. Donc on comprend pourquoi elles sont aussi basiques. Donc le but, c'était ça, c'était vite de construire quelque chose en 12-14 jours. Et à l'intérieur, la décoration, enfin si on peut parler de décoration, parce que c'est quand même très sommaire ce qui était fait dans les Khrouchtchevka à l'époque. Mais ce qu'on va dire, si on devait mettre le plâtre, le carrelage, la salle de bain, tout ça, par appartement, on va dire c'était 1 mois de travail, grosso modo. Aujourd'hui, il faut savoir que si on fait un appartement à Moscou, si on récupère un appartement où il faut tout faire à l'intérieur au niveau, on a pour, on va dire, si on veut quelque chose de moyen, on va dire 3 mois de travail. Voilà, donc là 1 mois de travail, vous imaginez, on va dire la qualité du design. On est quand même très loin du design intérieur, hein. Donc c'était 1 mois maximum. Donc voilà, vous avez en clair on va dire en gros 15 jours pour faire sortir la maison de terre et 1 mois pour faire le design à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est 1 mois et demi et vous avez une petite Khrouchtchevka. Votre Khrouchtchevka est à vous et disponible. Donc est-ce que c'était quelque chose, vraiment une volonté que tout le monde habite dans ces cages à poules? Eh bien non, parce qu'en fait ces fameuses Khrouchtchevka, c'était
des bâtiments temporaires. Voilà, le but c'était simplement de pouvoir vite proposer à quelqu'un un logement, de vite leur proposer pour pas que voilà, ils continuent de vivre dans des situations assez critiques. Et ensuite, eh bien, on devait refabriquer des grandes Stalinka, comme vous voyez en face d'ailleurs. Vous voyez? Donc là, on voit vraiment la différence là. En face, on a une Stalinka. Et puis là, on a une Hrushevka. Bon, avec des grands-pères qui sont décorés ici. Mais vous voyez, donc c'était l'idée, c'était que ces petites maisons temporaires, ces petites boîtes ici, devaient être détruites. Et ensuite qu'on devait créer des maisons, voilà, comme des Stalinka pour toute la population. Mais voilà, c'était pour vite caser tout le monde. Et puis, comme vous pouvez le constater, et comme on peut le constater quand on habite en Russie, malheureusement, ces maisons ne sont absolument pas détruites aujourd'hui et continuent d'être utilisées, voilà, comme logement. Donc on a une maison des années 60. Donc, vous voyez, ça fait 62 ans, 63 ans que cette maison est là. Donc cette maison aurait dû, je sais pas, peut-être vivre 10 ans, 20 ans, et ensuite être réduite pour créer à la place cette maison-là. Mais en fait, problème économique, problème divers, ils ont décidé de les garder quand même, ces maisons. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? L'intérêt d'une Hrushevka, c'est que son prix est bas, c'est tout. Le prix de la Hrushevka est relativement bas. C'est la seule chose qu'on peut dire de positif pour ces maisons. Alors, les inconvénients, il y en a énormément des inconvénients. C'est une surface qui est très petite. Ça fait, en général, les pièces sont entre 18 mètres et 50 mètres carrés, pas plus. Voilà. Les plafonds sont très bas. Maximum on arriverait, ce serait 2,50 m, pas plus, au niveau des hauteurs de plafond. La cuisine, c'est vraiment un mouchoir de poche. Franchement, c'est vraiment de la cuisine pour étudiants, on va dire. C'est une mini cuisine. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les couloirs, les cages d'escalier, c'est hyper étroit. L'isolation thermique, l'isolation phonique, c'est une catastrophe. Mais quand je vous dis une catastrophe, c'est pas possible. Alors là, ici, on est sur une Hrushevka qui est en briques, donc j'ose imaginer qu'il fasse un petit peu plus chaud que dans les Panelka qui sont faites. Alors effectivement, briques quand même au niveau isolation, c'en est quand même un peu mieux, mais vu le style de la construction et vu la rapidité que ça a été fait, c'est pas du tout dans une logique d'avoir une isolation thermique importante. Donc l'isolation thermique très faible, l'isolation phonique très faible, surtout aux étages supérieurs. Voilà, quand on arrive près du toit, etc., il paraît que c'est très froid. Moi, j'ai habité dans une Hrushevka. Je peux vous dire que même au 2e ou 3e étage, il fait pas très chaud, même si vous avez le chauffage central, que vous avez le gaz, etc. Ce n'est pas du tout la Stalinka que vous voyez en face de moi. Voilà, c'est franchement ça, c'est à éviter, ça c'est à fuir. Et donc ces derniers temps, ces maisons, au fur et à mesure, elles commencent quand même enfin à être détruites. Notamment à Moscou, où le maire de Moscou, monsieur Sergei Sobyanin, donc il a fait détruire un bon nombre de ces petites Hrushevka pour pouvoir créer à la place de grands ensembles beaucoup plus modernes, beaucoup plus spacieux et beaucoup plus, on va dire, isolés au niveau de la chaleur et au niveau thermique. Voilà, donc comme ça vous avez ici vous voyez une bonne différence. Donc on a Hrushevka et on a ici Stalinka. Vous voyez, rien qu'au niveau design, on voit tout de suite la différence.
acheter une Khrushchevka, acheter un appartement dans une Khrushchevka, très très mauvais plan. Voilà, au niveau énergétique, et puis il y a aussi très forte probabilité que la maison soit détruite un jour. Voilà, alors que bon, Stalinka quand même, hein, on est quand même sur un autre niveau, c'est quand même beaucoup plus joli et il y a beaucoup plus de chances que ça dure dans le temps. Regardez un petit peu, elle est pas mal cette petite Stalinka quand même, hein. Si on doit comparer ça à ça, on est d'accord, il n'y a pas photo. Et là, vous n'allez pas me dire que en Russie et à l'époque de l'Union soviétique, tout était pareil. Regardez, ça et ça. On voit bien qu'il y a une différence quand même. Alors, ce que je vous expliquais dans le tout début de la vidéo, là, regardez un petit peu. Vous voyez là les stalactites là qui se sont formées. Puis regardez tout en haut là-haut, les stalactites qui sont là. Donc là, apparemment, on a une gaine de chenaux là qui est glacée. Et ce qui se passe, c'est que l'eau, elle n'arrive pas à être évacuée correctement. Donc en fait, elle déborde. Et donc comme elle déborde, et bien en fait, elle recoule sur les balcons en dessous et elle déborde au-dessus. Et donc ça fait ces stalactites. Ben voilà, ça c'est un problème assez récurrent aussi. On n'a pas encore trouvé toujours les solutions à ça. Donc là, à mon avis, si on regarde sur l'autre là-bas, c'est pas pareil. Donc je pense à mon avis que là, sur cette maison, c'est une particularité, un des problèmes qu'il y a. Donc là, bah, vous comprenez pourquoi on dit faut pas se mettre en dessous ici, parce que bah, vous imaginez, vous prenez un stalactite qui vous tombe dessus du 5e étage, ça vous transperce. Donc c'est pour ça qu'il faut faire quand même très attention, parce que même, vous voyez, je sais pas si on va le voir au niveau de la caméra, mais là, au niveau du toit, là, vers la gouttière là-bas, vous voyez, il y a quand même quelques petites pointes blanches là qui sont dessus. Même si elles sont toutes petites, si vous passez en dessous et que vous n'avez pas un chapeau ou quoi que ce soit, vous la prenez sur le crâne, ça peut vous calmer un moment, hein. Donc c'est pour ça qu'en général, ce qu'on dit toujours avec les Stalinka, de faire un petit peu attention, parce que voilà, à l'époque, ils n'avaient pas trop réfléchi visiblement à ce problématique des glaçons. Et donc voilà, ça peut tomber dessus quand même. Donc tout le monde le sait en général. Voilà, bon là, pendant la période là actuelle, il fait moins 16 degrés à un moment où je filme cette vidéo. Donc il y a très peu de chances qu'un stalactite vous tombe dessus. Mais par contre, si vous baladez en Russie, on va dire mi-mars, même pas mi-mars, on va dire ouais, début mars, dès qu'il commence à faire un petit peu doux, il faut éviter de se balader trop près de ces maisons pour éviter de se prendre un truc sur la tête. Autre époque, autre besoin, c'est l'époque de Brejnev. Alors l'époque de Brejnev, c'est un peu l'époque dorée pour l'Union soviétique. L'Union soviétique au niveau mondial, c'est deuxième position au niveau de la richesse, du confort de vie dans les années 70. Apparemment, pas mal de gens ont dit qu'à cette époque, franchement, c'était la meilleure période. Et donc, bah, c'est l'époque de l'apparition de ce qu'on appelle les Brejnevka. Donc, sous l'époque de Brejnev, on a créé ce qu'on a appelé les Brejnevka. Et bien cette fois, adieu tout ce qui est briques. Alors en majorité, c'est très rare qu'on va trouver des briques sous l'époque Brejnevka. On va trouver ce qu'on appelle des panelka. Les panelka, c'est des maisons fabriquées en panneaux, avec des panneaux de béton fabriqués dans les usines à la hâte pour pouvoir construire le plus rapidement possible. Il faut bien se rappeler que la technologie des panelka a été inventé par un Français qui a quand même pas mal développé une partie de la France avec ses panelka, mais qui a ensuite visiblement revendu la technologie à l'Union soviétique qui l'a très massivement utilisée. Alors comment on reconnaît une Brejnevka? Eh bien c'est très simple. Une Brejnevka, donc on a vu que Stalinka en général c'est à peu près 5 étages, on a vu que Khrushchevka c'est 5 étages, une Brejnevka c'est beaucoup plus que 5 étages,
Voilà. C'est essentiellement donc en panneau, voilà, avec très rarement de la céramique à l'extérieur. Voilà, ici on a de la chance. Donc c'est des maisons qui ont été créées entre 1970 et début 2000. Alors il y a plusieurs types de Brezhnevka. On va essayer d'en voir quelques-unes. Mais ça, voilà, ce qu'on appelle ici, ce type de bâtiment, ils appellent très souvent ça dans la région de Moscou P44, qui veut dire P44. Alors il y a plusieurs variantes de P44, il y a P44T, P44M. Alors pourquoi 44? Tout simplement mettre 44 mètres carrés. Hein. Voilà, donc on a du P44, des fois on a du P46 si je ne me trompe pas, et du P55. Donc là ici, je pense qu'on doit être sur du P44 vu l'apparence du bâtiment. Donc ça c'est vraiment très typique. Alors je pourrais pas vous dire quel âge a cette maison, je n'ai pas eu d'informations à ce sujet. Mais voilà, globalement il faut se dire que ça c'est quelque chose qui a, on va dire c'est les années 80, début des années 90 maximum. Voilà, vu l'état, je pense qu'on est vraiment plutôt dans le début des années, on va dire fin des années 70, début des années 80. Alors elles sont très souvent avec cette charmante couleur bleu et blanc. Voilà, donc ça c'est vraiment le truc typique de ce qu'on appelle P44 en Russie, P44, P44T, P44M. Alors les différences, je ne peux pas vous les expliquer, pourquoi il y a du P44T, P44M. Est-ce que c'est une histoire qu'il y a un petit peu plus de place, les toilettes sont plus grands? Bon, sans doute, voilà. Mais voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on va essayer d'en trouver d'autres, mais voilà. Donc globalement c'est ça. Donc il y a des grandes entrées, voilà, devant, mais à l'intérieur tout est optimisé. Hein. Tout est optimisé. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place. C'est minuscule. Moi chaque fois que je suis allé dans ces P44, c'est vraiment hyper exigu. Au niveau de l'insonorisation, tout ce qui est au niveau de l'isolation thermique, etc. Bon, c'est mieux quand même que Khrushchevka. C'est un peu mieux. Mais ça ne battra jamais le niveau de Stalinka. Voilà. Stalinka, ça reste quand même la maison la mieux isolée au niveau phonique, au niveau thermique, etc. Si on doit prendre une maison, on va dire les plus mauvaises au niveau énergétique et au niveau phonique, c'est les Khrushchevka. Ensuite, on va avoir Brezhnevka, celle que l'on voit devant nous, qui, bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est quand même mieux que Khrushchevka. Et après, celles qui sont un peu mieux encore, c'est les constructions modernes. C'est-à-dire que même une maison qui vient d'être créée aujourd'hui en Russie, même un bâtiment qui a été créé aujourd'hui, eh bien, n'est pas aussi bon au niveau isolation et au niveau isolation phonique et au niveau isolation thermique, n'est pas aussi bon que les Stalinka. Stalinka, c'est ce qu'il y a de meilleur au niveau d'isolation, à la petite nuance que dans une Stalinka quand même, les saisons qui sont intermédiaires, c'est-à-dire automne et printemps, eh bien, comme le chauffage est central et comme dans tous les bâtiments en Russie, le chauffage est central, le chauffage s'active sur une certaine période. Et en fait, quand il fait un peu froid au printemps, mais que c'est supérieur à une telle température, ben, en fait, on coupe le chauffage. Quand on est dans une Brezhnevka ou une Khrushchevka, je sais pas, j'ai toujours eu l'impression que c'était supportable. Mais quand on est dans une Stalinka, le printemps et l'automne sont parfois très très froids, on va dire. Mais là, pour ces maisons-là, on va dire que ce n'est pas... Enfin, elles sont en général chauffées très 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 rapidement, puisque l'isolation n'est pas particulièrement agréable. Alors là on voit qu'on a des balcons. Les balcons en général c'est des balcons qui étaient d'époque. Alors il faut savoir que la majorité des balcons, si vous voyez un petit peu au niveau du style, eh ben, ils sont tous différents. Pourquoi? Parce qu'en fait il n'y avait pas du tout de vitres. Voilà.
Là par exemple, on va le voir ici. On a celui-là, il y a des vitres, celui au-dessus, il n'y a pas de vitres. Eh bien, il faut se dire que c'était sous cette forme-là qu'ils étaient livrés, les immeubles sans vitres. Donc, c'est les gens qui les ont installés eux-mêmes. Voilà, donc c'était considéré un petit peu comme un superflu, comme un petit luxe à l'époque de se mettre des vitres sur un balcon par rapport aux besoins qu'il y avait. On est quand même très très loin du confort des Stalinka. Allez, on va faire un petit bond dans le temps. Donc, on a vu que sous la période qui était un tout petit peu avant Staline et pendant la période de Staline, on a eu les Stalinka au niveau du style d'architecture pour les bâtiments, pour les citoyens de l'Union soviétique. Sous l'époque de Khrouchtchev, il y a eu une forte pression de l'administration pour pouvoir créer rapidement des habitations temporaires qui malheureusement sont toujours restées en place. Et le problème n'avait toujours pas été résolu. Et donc c'est pour ça, nouveau dirigeant à l'époque soviétique, Léonid Brejnev, qui lui aussi à son époque, on va dire avec son administration, a brillé par quelques réalisations, dont en voici une. Donc Staline, la Stalinka, Khrouchtchev, la Khrouchtchevka, Brejnev, la Brejnevka. Alors là, on en a une qui est plutôt pas trop mal parce qu'elle est en briques. Encore une fois, hein, on a quand même pas mal de chance ici au niveau de celles qu'on peut trouver. C'est voilà, elles sont en briques, donc matériaux quand même assez de bonne qualité, assez isolant. Voilà, sachant que la plupart du temps, tout ce qu'on va avoir en termes de Brejnevka, ça va être très très souvent donc des panneaux en béton fabriqués dans des usines et empilés comme des Lego. Voilà, donc c'est ça un petit peu, si on doit dire, voilà le troisième style de maison qui a été inventé pendant l'Union soviétique. Donc c'est en quelque sorte, voilà, donc au début des années 60, on a eu effectivement, milieu des années 50, début des années 60, on a eu pas mal de Khrouchtchevka. Et puis début des années 60, on s'est dit, tiens, plutôt que de faire des trucs à 5 étages, pourquoi faire pas plus que 5 étages? Donc là, voilà, on a rez-de-chaussée, comme on dit en Russie, on estime que c'est toujours un étage. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 étages ici. Donc ça, c'est typiquement ce qui a été décidé dans les années 60, voilà, de faire des bâtiments un peu plus élevés. Donc on a construit des maisons entre 8 et 9 étages. Et au milieu des années 70, on est monté jusqu'à 12, voire 16 étages. Alors, ce genre de maison, ce genre de bâtiment, voilà, donc c'est dans la même logique que les Khrouchtchevka. Il n'y a absolument pas de volonté d'esthétisme. C'est vraiment une volonté de pratique de pouvoir faire du logement vite pour caser la population. Voilà, il y avait une très forte démographie en Union soviétique, donc d'où la nécessité en fait de créer très rapidement des maisons pour pouvoir accueillir ces gens. Et comme la plupart du temps, il n'y avait pas de maisons individuelles et que c'était que du collectif, donc on a créé ce genre de bâtiment. Alors ça, c'est ce qu'on va retrouver dans toute l'Union soviétique. Donc, mais la plupart du temps, pas en briques. La plupart du temps, c'est avec du panneau. Donc là, on a quelque chose en briques. Pourquoi? Très bonne question. Est-ce qu'il y avait une petite différence? Est-ce que c'était plus privilégié ou quoi que ce soit? Je sais pas. En tout cas, c'est vrai que la brique, c'est quand même, ça nécessite quand même plus de temps à monter un bâtiment en briques qu'avec des panneaux en béton fabriqués dans des usines. Donc, et la qualité est bien meilleure. Mais ça reste quand même une Brejnevka, donc ça veut dire au niveau de la qualité c'est moyen. Mais là, une chose qui est très intéressante, c'est ce qu'on va voir devant nous ici.
Alors voilà, donc devant moi ici, on a quelque chose qui est assez typique pour la région de Moscou et à Moscou également. On peut le trouver dans quelques villes en Russie, ce genre de bâtiment sous cette forme-là. Parce que très généralement, voilà, une Brejnevka, c'est quand même quelque chose de très long, pas très très haut, voilà, un petit peu ce qu'on voit là-bas. Voilà, ça, on est vraiment dans quelque chose qui est un peu plutôt typique de la Brejnevka. Mais en parallèle de la Brejnevka sont apparus voilà, ce genre de bâtiments en fait qui sont surtout très hauts mais pas très longs. Donc ça c'était des bâtiments qui ont été aussi créés plutôt dans le même temps que la Brejnevka. Mais là ce que vous voyez, là ici par contre il n'y a pas de briques. Voilà. Donc là on est sur du panneau béton fabriqué à la chaîne en usine. Donc celle-là, cette barre, elle est particulièrement moche. On voit très bien qu'il n'y a eu aucun effort qui a été fait au niveau de la restauration, au niveau de tout ce qui est au niveau de la façade. Mais par contre là voilà, il y a peut-être, on voit qu'au niveau, quand on a quelque chose au niveau des briques, c'est quand même un petit peu plus propre. Vous voyez, regardez, en haut on peut le voir, écrit tout en haut de la façade, 1973. Donc on est sur de la Brejnevka typique. Là par contre, il n'y a rien d'indiqué, mais voilà. Vu l'âge et le matériau qui a été utilisé, on va dire, c'est voilà, ça a été en 73, c'est plutôt, on va dire, 75-80, voilà, ce genre de choses. Donc ça, il y en a beaucoup en Russie, dans la région de Moscou et à Moscou. On appelle ça très souvent des P, des appartements P, donc P44, P46, P55, c'est par rapport à la dimension de la pièce qui est à l'intérieur, enfin la dimension des appartements, donc P44 pour 44 mètres carrés, P46 pour 46 mètres carrés, P55 pour 55 mètres carrés. Donc il y a des petites différences, voilà, entre les appartements qu'on va trouver ici et les appartements qu'on va trouver là. Alors, P44, P45, P46, enfin P45, ouais, P46 ou P55, je me souviens plus. Bon, c'est une catastrophe. Généralement, ces appartements, c'est très très proche de la Khrushchevka fait en panneaux, donc très très mauvaise isolation, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces petites Brejnevka que l'on voit ici ou qu'il y a ici derrière moi? Alors, les avantages, il y a des avantages quand même. La première chose, c'est que, eh bien, contrairement aux Khrushchevka qui ont été vraiment faits très très vite tout avait été pensé pour optimiser au maximum la place, mais que voilà, les finitions étaient très mauvaises. Ici, on a une salle de bain qui est quand même un petit peu plus étanche, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir trop de fuites dans les appartements. Les escaliers et les paliers qui sont un petit peu plus larges, voilà, c'est quand même beaucoup plus agréable, un peu plus spacieux. La cuisine qui fait jusqu'à 9 mètres carrés, voilà, c'est un petit peu mieux. Les chambres sont isolées, donc il y a une meilleure isolation phonique. Le plafond, il n'est pas à 2,50 m maximum, il est à 2,8 m, voilà, donc on est un peu plus. Et les pièces, on va de 20 mètres carrés à 80 mètres carrés pour l'appartement. Inconvénient, la même chose. Alors quand c'est de la brique, c'est bien. Quand c'est des panneaux en béton, et l'inconvénient, c'est toujours la même chose, hein, l'impression d'être dans une boîte en béton. Les toilettes et la baignoire restent quand même assez exiguës. Comme dans les Khrushchevka, c'est très difficile dans ce type de bâtiment de pouvoir installer une nouvelle machine à laver pour pouvoir avoir un petit peu plus de confort. L'isolation phonique, l'isolation thermique n'est pas exceptionnelle. Un peu mieux que Khrushchevka, mais beaucoup moins bien que les constructions modernes et encore moins bien qu'une Stalinka. Voilà. Les radiateurs sont intégrés dans les murs en général et puis le réaménagement est très limité parce que c'est-à-dire que si vous avez une Khrushchevka ou une Brejnevka et que vous voulez déplacer un mur, repenser une pièce, et en fait c'est très difficile de toucher quelque chose parce que
tous les murs qui sont dans votre appartement seront généralement que des murs porteurs. Voilà, donc on ne peut pas faire beaucoup de modifications. Voilà, donc c'est vraiment pas des bâtiments qui ne sont pas du tout pensés pour, on va dire, des besoins individuels, mais c'est vraiment plus du besoin collectif, c'est-à-dire vite, que l'on propose aux gens des appartements à pas cher. Et voilà, écoutez, ça fait plaisir parce que là, je cherchais depuis tout à l'heure, et ben je cherchais une Hrushevka. Voilà, une Hrushevka. Donc là, on est sur 5 étages, vous voyez, et c'est une Hrushevka, celle-là, en panneau, vous voyez. Donc là, vous voyez, là, vous sentez bien quand même que c'est vraiment une boîte en béton. Alors là, il y a eu apparemment un peu des petits travaux qui ont été faits quand même pour élargir au niveau du béton, pour donner des trucs un peu plus sympas au niveau des fenêtres. Mais vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc c'était des habitations quand même qui étaient temporaires. Et donc vous voyez là les panneaux de béton qui sont les uns sur les autres. Ça, pour ériger ça, c'est donc 12 à 14 jours. Voilà. Bon, comprenez que quand même pour mettre ça en briques, il faut un petit peu plus de temps. Mais vous voyez, donc c'était... Donc là, vous avez Hrushevka et Brezhnevka. Voilà. Donc ça, il y a quand même une petite différence. Donc bien évidemment, quand on se retrouve là, c'est un petit peu mieux quand même dans ce type de bâtiment que dans ce truc-là. Mais voilà, dans les deux cas, en général, ça, c'est vraiment... ce bâtiment, c'est typiquement quelque chose qui est à éviter si on veut habiter en Russie. Bon, si on n'a que ça, une Brezhnevka en briques, c'est pas mal, mais il faut savoir voilà, que l'isolation phonique, l'isolation thermique, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et puis il reste voilà, de voir des constructions modernes pour trouver ce qui est de plus en plus intéressant. Mais vous voyez, donc là, donc ces gros bâtiments que vous voyez ici, encore une fois, ça c'est de la Brezhnevka. Donc je vous ai montré tout à l'heure rapidement donc un espèce de bâtiment assez moche qui s'appelle le P44 à peu près. Et bien aujourd'hui les P44, il y en a quand même beaucoup comme je vous ai dit, surtout dans la région de Moscou. Donc on va les trouver ici aussi. Alors celui-là par contre, on sent que la copropriété a fait un petit effort au niveau de la façade. Il y a une volonté peut-être au niveau de la mairie, peut-être de temps en temps d'en rénover un ou deux. Donc là, on sent quand même qu'on est quand même relativement proche de ce qu'on peut voir en Europe au niveau des constructions. Hein. Donc avec des fenêtres sur les côtés, là ici également, qui sont plus sur les parties communes. Mais vous voyez, donc là, celle-là, cette façade est quand même beaucoup plus jolie. Et ça, on est sûr et certain, rien que de voir le style. On a combien ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 étages. Voilà, c'est sûr et certain que c'est la même chose que le bâtiment qui est là-bas. Sauf que celui-là là-bas, il n'y a pas eu d'effort qui a été fait au niveau de la façade. Celui-là, apparemment, on a dû le recouvrir peut-être un peu de plâtre et avec un peu de peinture pour que ça soit plus joli. Vous voyez? Donc là, voilà, c'est un petit peu... Donc, je pense pas que ça soit un P44, ce truc. C'est un petit peu dans la logique, voilà, du P44. Mais ça doit être un autre type. Ça, je le connais pas, très honnêtement. Je connais un endroit où il y a un P44 typique que je vais vous montrer. Mais ça, voilà, c'est dans la logique. Voilà, donc ce n'est pas dans la longueur, c'est tout sur la hauteur et c'est en panneau. Voilà, c'est fait avec des panneaux et c'est exactement la même chose que le truc bien moche là-bas qu'on vient de voir. Mais voilà, on pourrait le qualifier quelque part au niveau de la Brezhnevka, c'est-à-dire que c'est à peu près dans la même année que ça a été créé. Entre ça et ça, franchement, ça c'est pas bon. Voilà, on est sur du panneau en béton, mauvaise isolation phonique, mauvaise isolation thermique. Bon, c'est un petit peu plus spacieux, on a des grandes vitres, on a effectivement, c'est un petit peu ce qui se faisait aussi dans les années 70-80
en France, notamment dans les cités balnéaires, on voit un peu ces bâtiments avec ces grands balcons, ces grandes vitres. Moi, c'est un petit peu dans la même logique, mais voilà, si on doit vivre en Russie, il vaut mieux privilégier ça que ce truc-là. Voilà. Donc, c'était un petit peu notre petite discussion qu'on pouvait avoir sur les différents styles au niveau de l'architecture en Russie. Alors ce style d'architecture, vous pouvez le retrouver en Biélorussie, bien évidemment. On peut le retrouver en Ukraine, on peut le retrouver quelques endroits en Arménie, en Géorgie, on peut également voir ça. Alors quand je dis ce style d'architecture, c'est ça, hein. Ça, on peut le retrouver dans pas mal de pays de l'Union soviétique. Ça reste rare pour la Russie. Voilà. C'est Moscou, Novosibirsk, Novorossiysk. Il y a quelques villes, je ne sais pas pourquoi, en fait, ça n'a pas été trop généralisé. Peut-être parce que c'était la fin de l'Union soviétique et qu'au niveau budget, il y avait peut-être des problèmes, etc. Mais en fait, ça n'a pas été vraiment développé dans le reste de l'Union soviétique, ce bâtiment qui est derrière moi. Mais par contre, là, ce qui est derrière moi, là, la Brezhnevka, ça, elle a été globalisée. Donc, je pense que même en allant dans les pays d'Europe de l'Est, si on prend la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie, etc., on peut trouver facilement des Brezhnevka. Des Brezhnevka qui seront sans doute pas en briques, mais qui seront plutôt en panneaux de ce style là-bas, on va dire au niveau de la construction. Voilà, on va avoir des gros blocs en longueur comme ça, fait qu'avec des petits panneaux, vous voyez, toc, tac, 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 tac. Voilà, donc ça c'est vraiment très, très, très populaire. Alors, autre époque, autre technologie, autre besoin. Alors, on les appelle pas vraiment comme ça. C'est pas, on va dire, c'est pas hyper populaire dans la culture russe de les nommer comme ça, mais on peut le voir un petit peu sur internet, quelques petites blagues, que ce genre de grands bâtiments avec plein de couleurs et que vous voyez qu'ils sont pareils avec des panneaux, puisque là c'est que des panneaux les uns empilés les uns sur les autres. Donc ça, on va appeler ça des Poutinka. Alors c'est vraiment, comme je dis encore une fois, hein, s'il y a des Russes qui vont m'écouter, ils vont me dire ouais mais non, c'est pas très populaire ou alors c'est de la blague. Voilà, effectivement, il n'y a pas un terme qui est dénommé comme ça, hein. Je pense qu'au même type qu'à l'époque où on avait fabriqué les Khrushchevka, personne n'appelait ça les Khrushchevka, ou les Stalinka. Les Stalinka, c'est avec l'histoire que c'est devenu ces noms-là. Donc il y a très fort à penser que peut-être que l'histoire donnera raison et appellera peut-être ces maisons les Poutinka, puisque ce sont des maisons, des appartements qui ont été créés essentiellement depuis les années 90, début 2000. Toujours dans cette logique de panneaux, d'usines fabriquées, on va dire, vite. Bon, quand même, là, on est sur des standards un peu plus récents, donc la qualité est meilleure. Alors, il y a différents types. Il y a ça, qu'on va trouver ça plutôt dans les années 90, début 2000, dont la qualité parfois peut être douteuse. Et là, on va avoir ça, par contre, qui est en face, qui est tout en briques, dont la qualité est bien meilleure. Voilà. Donc, le gros problème, ce genre de bâtiment, ça peut être bon, ça peut être mauvais. Il y en a pas mal qui ont été fabriqués dans les années 90. Et les années 90, en Russie, c'était un peu le Far West. C'était l'époque des bandits, etc. Donc, il y a eu pas mal de gens qui ont construit des bâtiments sur des zones qui n'étaient pas constructibles, plein de bâtiments qui ne respectaient pas les normes de la réglementation russe, et au final, en fait, on s'est retrouvé avec des bâtiments dans des états abominables. Donc, c'est, comment dire, très populaire ce genre de choses. On peut en trouver très facilement, mais voilà. Bon, là, on est à Khimki, on est près de Moscou.
Bon, je pense qu'il y a très peu de risques à acheter quelque chose là-dedans, en fait. Mais voilà, si vous devez acheter quelque chose, achetez là-dedans. C'est plus récent, c'est en briques, c'est mieux étudié, c'est beaucoup plus isolé et au moins vous êtes sûr. Voilà. Donc là, vous voyez tous les bâtiments qui sont là-bas, ça. Ouais, là et celui-là derrière, là, tout cela. Puis je dirais même ceux qui sont juste derrière là. Vous voyez les tours qu'on voit là qui dépassent un petit peu, qui sont en briques. Bon, ça c'est des années 2004-2005, celles qui sont là. Ça, ce qu'on voit ici, c'est plutôt 2010-2012 à peu près. Voilà, il vaut mieux privilégier dans les nouvelles constructions ce genre de bâtiment. L'isolation est meilleure au niveau thermique, au niveau phonique. Vous avez plus d'espace. Voilà. Il peut y avoir des plafonds un peu plus hauts. En général, voilà, il y a toujours la possibilité d'avoir une salle de bain assez suffisamment large pour pouvoir y mettre une machine à laver. Les parties communes, tout ce qui est au niveau des ascenseurs, des escaliers, etc. C'est quand même beaucoup plus agréable que dans ces trucs qui ont été montés sur la fin de l'Union soviétique. Ou alors dans ces trucs-là, voilà, parce que bien il faut se dire que voilà, l'Union soviétique a été terminée, mais les usines, elles étaient toujours en place et il y avait toujours des employés qu'il fallait nourrir quand même. Donc l'idée, c'était quand même de continuer à fabriquer ces trucs. Aujourd'hui, ça continue. Hein. Aujourd'hui, il y en a encore de ces bâtiments. Bien évidemment, la majorité de la population est fatiguée de ça. Et donc, c'est vraiment par souci économique que les gens achètent ces biens-là parce que, bien évidemment, la plupart préféreraient habiter là-bas, on va dire. Donc on va essayer d'aller faire un tour. Donc là ils sont en train de nous monter un gros centre d'affaires ou je ne sais quoi. Mais je vais vous montrer de l'autre côté. On va voir un petit peu mieux ce qu'on va appeler les fameuses Poutinka. Et voilà. Donc vous voyez derrière moi donc les ensembles plus modernes qui ont été créés donc depuis les années 90-2000 et encore aujourd'hui. Alors comme je vous ai dit, celui-là il est en panneau, donc c'est pas vraiment ce qui se fait, on va dire, le plus populaire aujourd'hui, puisque aujourd'hui ils essayent davantage de revenir à la brique. Mais voilà, ce grand ensemble, ce grand type d'ensemble, ben voilà, c'est ce qu'on peut appeler un petit peu les Poutinka, donc celles qui ont été créées dans les années 90-2000. Voilà, j'espère que avec cette vidéo, vous aurez appris encore quelque chose un petit peu plus intéressant sur la Russie. Alors, pour faire un bref récapitulatif, on a ce qu'il y a de mieux au niveau de l'isolation, au niveau thermique, au niveau décoration et même au niveau de la position géographique, c'est la Stalinka qui est fait avec des matériaux de très bonne qualité. Ensuite, un peu moins ancien, mais qui est très mauvaise qualité et à fuir absolument, c'est la Khrushchevka, donc celle qui a été fabriquée par Khrouchtchev, donc 5 étages, soit en briques, soit en panneaux. Voilà, très mauvaise isolation thermique, phonique, on entend ses voisins, c'est très étroit. C'était des bâtiments qui étaient temporaires, qui étaient voués à la destruction. Ça a été créé dans les années 60. Et voilà, milieu des années 60, début des années 70, on a eu l'apparition donc des Brejnevka. Donc Brejnevka, bon, voilà, il peut y en avoir des bonnes, il peut y en avoir des mauvaises. En général, c'est un petit peu mieux coté que, on va dire, on est dans le moyen, voilà. C'est un petit peu mieux coté que la Khrushchevka, moins bien coté que les habitations modernes et beaucoup moins bien coté qu'une Stalinka. Et puis on a ce qu'on appelle les habitations modernes, ce que l'on voit derrière moi, ou alors d'autres que j'ai pu vous montrer qui sont en briques. Voilà. Ça reste quelque chose de moderne, il y a très peu de risques et c'est quand même beaucoup mieux coté qu'une Brejnevka ou une Khrushchevka. Donc si je dois vous donner un petit conseil, si vous souhaitez vous installer en Russie, privilégiez des installations modernes, au moins vous êtes sûr de la qualité, au moins vous êtes sûr qu'il n'y a pas des erreurs de construction. Mais si vous avez la possibilité d'acheter historique et acheter un appartement dans une Stalinka, je suis sûr
que vous ne regretterez pas votre achat. Donc voilà, ce petit épisode sur les appartements en Russie se termine. J'espère que vous en aurez appris plus. Спасибо вам за ваше внимание. Merci de votre attention.